Une nouvelle donne se prépare pour les bailleurs privés en France. Un projet de réforme assez majeur, prévu pour fin 2025, pourrait bien venir redéfinir les règles du jeu de l'investissement immobilier locatif. Alors, la grande question qu'on se pose tous, est-ce qu'on est face à une simple retouche administrative ou à une véritable révolution pour les investisseurs et pour le marché du logement tout entier? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Mais avant de plonger dans les détails de la réforme, il faut prendre un peu de recul et comprendre le contexte. Pourquoi un tel changement et surtout pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? En fait, le marché français est un peu pris en étau. D'un côté, il y a un besoin criant de relancer l'investissement locatif privé. Et de l'autre, une demande qui explose pour des logements abordables, sans oublier bien sûr l'urgence de la rénovation énergétique du parc existant. Et c'est justement là qu'intervient la solution proposée, le fameux statut du bailleur privé. C'est présenté comme un cadre complètement repensé, spécifiquement pour les investisseurs non professionnels. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau cadre fiscal et réglementaire avec un double objectif. D'abord, rendre l'investissement plus attractif et en même temps l'orienter pour qu'il ait une vraie utilité sociale. Point crucial, ça s'adresse aux particuliers et aux SCI familiales, pas aux gros groupes immobiliers. Pour y arriver, le projet s'articule autour de 3 grands axes. D'abord, stimuler, c'est-à-dire créer plus de logements et en rénover plus. Ensuite, simplifier et stabiliser les règles fiscales pour redonner confiance. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, récompenser les bailleurs qui font des efforts sur le plan social et écologique. Allez, passons maintenant au cœur du réacteur, ce qui intéresse beaucoup de monde, les avantages fiscaux. Concrètement, qu'est-ce que les investisseurs ont à y gagner? Et là, attention, voici l'outil phare, la grande nouveauté de ce statut. L'amortissement. Ça va permettre de déduire jusqu'à 80% de la valeur d'un bien des revenus locatifs, le tout étalé sur 20 ans. C'est un vrai changement de paradigme fiscal pour l'immobilier locatif en France. Autre avantage, et pas des moindres, le plafond du déficit foncier est quasiment quadruplé. On passe de 17 000 euros à 40 000 euros par an. En clair, ça veut dire qu'il devient possible de faire de très gros travaux de rénovation énergétique et les déduire. Et les plus petits bailleurs ne sont pas oubliés, loin de là. Le régime simplifié microfoncier voit son abattement fiscal bondir de 30% à 50%. Ça le rend tout de suite beaucoup plus attractif. Et la liste des avantages ne s'arrête pas là. Le statut prévoit aussi une exemption de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et une exonération des plus-values beaucoup plus rapide, au bout de 20 ans au lieu de 30. Et ça s'applique aussi bien au neuf qu'à l'ancien rénové. L'objectif est clair, encourager la détention sur le long terme. Mais attention, tous ces avantages ne tombent pas du ciel. Ils sont la contrepartie d'un véritable contrat social. Voyons un peu quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier. Alors, on pourrait se demander où est le piège. En réalité, il n'y en a pas vraiment. Il s'agit plutôt d'un ensemble d'engagements très clairs. Ce n'est pas un cadeau, c'est la contrepartie d'un pacte donnant-donnant. Alors, quels sont ces engagements? Il faut s'engager sur des baux de longue durée, 12 ans minimum. Il faut pratiquer des loyers modérés, environ 15% sous les prix du marché. Le logement, lui, doit être très performant sur le plan énergétique. Et enfin, interdiction de louer à des membres de sa famille proche. Et là où le système est plutôt bien pensé, c'est que plus l'effort est grand, plus la récompense est importante. Ce tableau le montre très bien. Un loyer social ou très social donne droit à un bonus d'amortissement annuel encore plus élevé. Bon, je sais, tout ça peut sembler un peu abstrait avec tous ces chiffres. Alors pour que ce soit bien clair, rien ne vaut un exemple concret. On va démystifier ensemble ce fameux calcul de l'amortissement. En fait, le processus est assez simple. Il se fait en 2 étapes. D'abord, on détermine la valeur amortissable, c'est-à-dire le coût du bien plus celui des travaux. Ensuite, on applique le taux annuel, qui va se situer entre 4 et 5%. Allez, prenons un cas pratique, tiré de nos sources. Imaginons un bien ancien acheté pour 200 000 euros. Auquel on ajoute 40 000 euros de travaux de rénovation énergétique, la valeur totale qui va servir de base au calcul, la valeur amortissable, est donc de 240 000 euros. Et voilà le résultat du calcul. Dans cet exemple précis, le propriétaire pourra déduire 10 008 euros de ses revenus locatifs imposables chaque année. C'est un avantage financier très concret. Maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, passons au quand. Quel est le calendrier de mise en place et qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Alors, voici le calendrier prévisionnel. Attention, tout ça reste bien sûr suspendu à l'adoption finale par le Parlement. On attend la publication des décrets à l'automne 2025 pour une entrée en vigueur qui est planifiée au 1er décembre de la même année et son intégration officielle dans la loi de finances en 2026. Pour vraiment résumer l'ambition de ce projet, cette citation est parfaite. Ce nouveau statut devrait transformer durablement l'investissement locatif privé par un cadre fiscal incitatif, stable et responsable. Tout est dit. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens.
Est-ce que cette nouvelle donne parviendra vraiment à remodeler en profondeur le marché du logement français pour le bénéfice de tous? Seul l'avenir nous le dira.